en dirait des nouvelles. Jean-François Cadet. Toujours avec Olivier Blaise qui publie Concerto pour la main morte chez Albin Michel. Où en est votre tour du monde à pied, Olivier Blaise ? Eh bien, alors c'est un tour du monde que par étapes, par petites étapes que m'imposent mes charges familiales, voilà. Donc je marche un mois par an environ, et là je suis à Venise. D'accord, et vous êtes parti de Bordeaux ? Non, je suis parti du sud-ouest de la France, près d'Albi. D'accord, pourtant vous êtes ici, donc aujourd'hui. Oui, mais c'est parce que je marche que l'été. Oui, d'accord. Oui. Sinon, je m'absenterais pendant 11 ans, comme l'a fait récemment un Québécois. Lui, il a fait le tour du monde à pied intégral en une seule fois, ça lui a pris 11 ans. Oui. Le voyage, c'est vraiment une source d'inspiration pour l'écrivain que vous êtes. Ah ben c'est indispensable. J'ai besoin de façon générale, on va dire, de prendre de la distance par rapport à la réalité. Je serais absolument incapable de témoigner de la vie contemporaine d'un Parisien. La documentation ne vous suffit pas. Vous avez besoin de vous rendre sur place, de vous imprégner des lieux et des gens ? Ça dépend, parce que j'ai publié des romans historiques, donc une prise de distance dans le temps, mais aussi un roman de science-fiction, par exemple, des récits de voyage. L'important, c'est que ça soit pas aujourd'hui et maintenant. Donc là, vous êtes allé en Russie, évidemment, pour faire ce livre. Vous le disiez tout à l'heure que c'était au cours d'un voyage d'écrivain d'ailleurs, je crois. C'est ça, un périple que nous avons accompli en bateau principalement, le long du fleuve Yenisseï, que nous avons descendu plutôt, presque jusqu'à l'embouchure, donc 300 km au-delà du cercle polaire. Et c'est là que vous avez vu des villages qui ressemblent à celui de Mourava, au village du livre. Voilà, c'était inspiration directe. Et donc quand vous êtes descendu du bateau, les habitants du coin vous ont accueilli comme ils ont accueilli Colin Cherbourg ? Non, parce que malheureusement les escales étaient très courtes, c'était une vingtaine de minutes à chaque fois. On a pu simplement traverser le village à pied et puis faire des petites emplettes, puisque comme je le décris dans le livre, ils montent des tréteaux où ils vendent des champignons séchés, des baies, parfois aussi des animaux naturalisés. Donc les passagers du bateau, qui n'était pas un bateau affrété pour nous naturellement, c'était le bateau qui fait la liaison habituelle, les passagers achètent des petites choses comme ça à grignoter puis remontent à bord. Alors toutes ces petites choses, les animaux, la nature aussi jouent vraiment un rôle important dans le livre, en particulier dans la dernière partie du livre. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné quand vous êtes allé en Sibérie, Olivier Blaise ? Eh bien, en fait, c'est seulement mon 3e séjour en Russie, mais les autres ont été plus longs, et je continue de m'interroger pourquoi j'aime tant ce pays et ses habitants, alors que, comparé à d'autres pays où j'ai voyagé, par exemple la Nouvelle-Zélande, dont les paysages sont objectivement magnifiques, la Russie, en revanche, n'a pas grand-chose à vendre au premier coup d'œil. Je veux dire, les grandes étendues d'Asie centrale sont assez mornes. Le Russe lui-même, même si c'est toujours imprudent de faire des généralités, peut se montrer assez rude au premier contact. Bref, ce n'est pas un pays qui est attachant par sa population comme Madagascar, attachant par ses paysages comme, je le répète, la Nouvelle-Zélande. Mais il y a une sorte de magie, d'imprégnation aussi très forte de la culture dans je pense, l'âme et la sensibilité russe, qui font que, pour ma part, je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Bonjour Véronique Keller. Bonjour. Vous êtes la responsable des collections du musée Zadkine à Paris, qui se trouve rue d'Assas, juste à côté du Jardin du Luxembourg. Et vous nous présentez jusqu'au 13 avril une exposition intitulée Voyage dans l'ancienne Russie, exposition de photographie d'un Russe qui s'appelle Sergueï Mikhailovitch Prokhoudine-Gorsky. Alors, ce sont des photos prises dans les années 1909 à 1915, mais des photos en couleur avec une précision et un grain assez étonnant. On va y revenir dans un instant. Lui aussi, ce photographe, c'était un voyageur. On peut dire que c'était une sorte de... Il faut toujours se méfier des anachronismes, une sorte de photoreporter du tsar. Oui, en quelque sorte. En tout cas, il a été pionnier et il a vécu sa vie de photographe, de savant un peu génial, comme une aventure. Oui, comment est-ce qu'il a fait pour conquérir le tsar ? De manière extrêmement méthodique, comme tout esprit savant. C'est quelqu'un qui se forme à la trichromie en 1902, qui revient en Russie en 1903. Il s'est formé auprès de Mitte, qui est un Allemand qui enseigne à Charlottenburg. Et il comprend que le procédé tel que mis au point par Mitte a ses limites et qu'il faut absolument améliorer l'émulsion photosensible, qui emprisonne le rayonnement lumineux et auquel est liée directement la qualité de l'image et des couleurs. Et il le fait en 2 ans, et en 1905, il tient cette émulsion magique, il s'est engouffré dans une brèche photochimique, en quelque sorte, et tenant cette solution, il commence de faire des projections de ses photographies. Le grand-duc, frère du tsar, voit l'une de ces projections, assiste à l'une de ces projections, et il est convaincu qu'il doit y avoir rencontre. Cette rencontre a lieu en mai 1909 à Saint-Pétersbourg, au Palais impérial. Et le tsar est conquis et lui donne une mission.
le tsar est conquis, il lui donne plusieurs missions qui s'échelonnent entre 1909 et 1916. L'idée globale, c'est quoi? C'est de ramener des photos pour que les Russes de Moscou puissent connaître un peu mieux leur pays. C'est une ambition plus vaste, en fait. Ça ressemble beaucoup à un grand dessin, comme on pourrait le dire. Prokhoudine, lorsqu'il voit le tsar, lui exprime l'idée suivante, qui est de constituer en quelque sorte une banque d'images, comme on dirait aujourd'hui, et de quadriller l'Empire comme on quadrillerait un terrain archéologique, pour remonter à la surface du présent les images du futur. Et c'est ce qu'il fait de manière extrêmement déterminée. Et le tsar est très sensible à ce projet parce qu'il y a derrière tout cela une idée d'édification des enfants. Prokhoudine avait mis au point un petit projecteur bon marché, avec l'idée qu'il y aurait eu des jeux de plaques de verre qui seraient envoyés dans tous les villages de Russie et que les enfants pourraient être enseignés à travers ces images sur la réalité de ce pays, de cet empire auquel ils appartenaient. Alors vous avez parlé, Véronique Heller, de projecteurs, de trichromie, de plaques de verre à l'instant. Alors c'est un petit peu technique, on va donc avoir un petit cours de trichromie à l'usage des Béotiens avec Maïsa Costache. Ce que c'est beau, la fin de ma vie, on choisit la